Bonsoir tout le monde. Je remercie les organisateurs de m'avoir invité. Donc on va essayer de faire un peu le tour de la chimiothérapie dans le cancer colorectal en 10 minutes. Je vais essayer de tenir le challenge et je vous prie de m'excuser aussi d'avoir perturbé l'ordre de passage pour des raisons personnelles. Alors on va rentrer d'emblée dans le vif du sujet et dire que la première question, c'est quelle est la place de la chimiothérapie dans les stades localisés. Alors si on veut résumer, dans le stade 3, c'est évident, donc l'ancien stade C de Dukes, il y a un envahissement ganglionnaire, qu'il soit un N1 ou N2. Le standard, c'est de faire une chirurgie plus une chimiothérapie adjuvante, et ce n'est plus à discuter. Dans les T1, T2, il n'y a jamais de place à la chimiothérapie adjuvante, même si de temps en temps, dans les RCP, dans les stades, on discute avec nos collègues chirurgiens, surtout lorsque le curage est insuffisant, c'est-à-dire lorsqu'il y a moins de 12 ganglions, donc on pose des fois la question, faut-il aller faire une chimiothérapie adjuvante ou pas? La réponse est non, puisqu'il n'existe aucun essai qui permette de valider cette attitude. Et puis la troisième catégorie, c'est les tumeurs qui sont dits stade 2, donc stade 2A ou B, donc des T3, T4, N0, où le standard reste la chirurgie seule, et on verra, où on discutera une chimiothérapie éventuellement si haut risque, puisque les méta-analyses sont contradictoires et ne montrent pas de façon claire et nette qu'il faudrait faire une chimiothérapie. Donc si on veut faire un zoom, juste pour... Voilà. Si on veut faire un zoom, juste pour un peu quantifier le bénéfice d'une chimiothérapie adjuvante dans un stade 3, les courbes sont bien claires et on a à peu près un bénéfice en termes de survie globale de 10% lorsqu'on fait une chimiothérapie qui est bien faite. Mais justement, donc le challenge, c'est de faire une chimiothérapie qui est bien faite. Et si on veut zoomer encore plus, je pense que dans le contexte marocain, le principal souci qu'on a, c'est des retards de démarrage de la chimiothérapie adjuvante. Or, s'il y a un message à passer aujourd'hui, c'est que le délai entre la chirurgie, donc colique, et la chimiothérapie doit être idéalement de 3 à 4 semaines, et que plus on tarde, plus on a un impact sur le pronostic. Et comme vous voyez, donc la courbe en haut, c'est fait avant 8 semaines, et la courbe en bleu, c'est une chimiothérapie qui est démarrée au-delà de 16 semaines, donc à peu près 16 semaines, ça fait 4 mois. Vous voyez qu'il n'y a quasiment aucun bénéfice à traiter ces patients lorsqu'on démarre en retard. Donc le message à passer, c'est qu'il faudrait démarrer le plus tôt possible. Donc, d'où bilanter les patients en post-opératoire immédiat pour pouvoir justement démarrer la chimiothérapie dans les délais. Alors, où en est la controverse pour les stades 2? Donc, on a dit qu'il y a une forte controverse par rapport à faut-il faire ou ne pas faire une chimiothérapie. Faut-il rappeler justement que certains stades 2, notamment les stades 2B avec un T4, ont un pronostic des fois qui est pire que les stades 3. Donc vraiment, la discussion de faire une chimiothérapie est une discussion qui est tout à fait intéressante. Mais néanmoins, le point de départ qui est essentiellement, on va dire, pendant les années 2005-2006, c'était un peu la mode de faire une chimiothérapie adjuvante, mais on s'était basé sur des études qui comparent des protocoles de chimiothérapie entre eux. Donc c'était la mode de l'étude Mosaïque, donc qui faisait le tour des congrès, où on disait, bon écoutez, faire une chimiothérapie avec Folfox, donc une fluoropyrimidine, oxaliplatine, fait mieux qu'une chimiothérapie à base de 5-FU, mais on ne répond pas à la question, est-ce qu'une chimiothérapie à la base fait quelque chose ou ne fait pas quelque chose? Alors, donc, lorsqu'on voit la méta-analyse de Sargent, on voit que dans les stades 2, tous stades confondus, donc T3 et T4 N0, le bénéfice, il est à peine de 5%. 5%, c'est vraiment lorsqu'on l'étire, je dirais, au maximum. Il est, selon d'autres méta-analyses, autour de 2%, donc c'est largement contrebalancé par la toxicité et le risque de décès toxique qui n'est pas nul, même s'il est inférieur à 1%, mais il faudra justifier à un patient, enfin à la famille d'un patient qui décède d'une chimiothérapie, le fait qu'on ait choisi une chimiothérapie dans un stade 2. Donc il fallait trouver des facteurs pronostiques, prédictifs plutôt, qui permettent de dire, voilà, c'est ce patient-là, on a un bénéfice qui rejoint celui du stade 3. Alors au début, on avait essayé de travailler sur les facteurs de risque classiques, à savoir donc la taille tumorale T4, la perforation, les emboles vasculaires ou périnerveux, la différenciation donc faible, enfin mauvaise différenciation, et le nombre de ganglions inférieur à 12. Et on pourrait dire que l'étude la plus intéressante est celle de Kumar et Hall, donc qui a été présentée en 2008, puis en 2013, puis en 2015, qui a pris à peu près 1700 patients et qui a en fait démontré que voilà, donc il y a un bénéfice plus ou moins pour les hauts risques
sachant que le haut risque est défini par la présence d'au moins un facteur de mauvais pronostic, mais c'est un bénéfice qui reste tout à fait discutable, puisque même s'il est significatif, il est autour de 5%, donc c'est une discussion au cas par cas. Même si je ne l'ai pas mis par défaut de temps, mais le facteur qui impactait le plus en risque relatif la survie, c'est le T4. Donc aujourd'hui, c'est plus dans les T4 qu'on discute en absence de facteurs autres que des facteurs cliniques classiques. Alors justement, les facteurs autres, ce sont essentiellement le statut MSI, dont vous avez entendu souvent parler. Donc le statut MSI, on rappelle que c'est un statut, donc on recherche une instabilité microsatellite, et on la recherche tout simplement à la NAPAT par immunohistochimie, donc c'est faisable de façon très très simple. Et en fait, donc les patients qui ont un profil, on va dire, instable, sont des patients qui n'ont pas besoin de chimiothérapie. Et comme vous le voyez dans les courbes d'en bas, le fait de faire une chimiothérapie aggrave le pronostic. Donc, pas de chimiothérapie pour les statuts MSI, et lorsque on a un statut MSS, et dans ce cas-là, il y a un bénéfice à la chimiothérapie, mais encore une fois, c'est un bénéfice qui n'est pas très important. Donc pour MSI, on ne fait pas, on est sûr, on est conforté dans notre attitude. MSS, on discute au cas par cas, et certaines écoles recherchent en plus du MSS un deuxième facteur, c'est-à-dire MSS plus T4, on va être plus à l'aise, on va dire, ce patient va bénéficier plus de la chimiothérapie. Alors, il y a le facteur BRAF, qui est aussi un facteur de très mauvais pronostic. Alors, BRAF, ce sont des patients qui décèdent même, quand ils sont en situation métastatique, ils décèdent quasiment dans l'année. Et maintenant, ça a été validé aussi en situation localisée. Mais le fait de le valider autant que facteur pronostic ne veut pas dire que ce sont des patients qui vont bénéficier de la chimiothérapie. Ça vous permet juste, comme vous le voyez ici, de dire à votre patient qu'il va avoir un pronostic, probablement un stade égal, beaucoup plus mauvais que celui des patients qui sont non mutés pour le BRAF. Le BRAF, par contre, n'est pas fait par immunohistochimie et il nécessite un minimum de biologie moléculaire. Alors les signatures génomiques, donc ce sont des analyses, on va dire génomiques, génétiques, qui sont faites par des kits. Le kit coûte $4 000 aux États-Unis, au Maroc il se fait par sous-traitance, et donc en principe il est censé vous répondre est-ce que le patient éventuellement bénéficierait ou non d'une chimiothérapie. Honnêtement on l'utilise pas beaucoup au Maroc parce que on va dire la différence entre le haut risque et le bas risque, elle est effectivement à peu près de 10% en termes de survie. Si on a un haut risque, on va aller vers la chimiothérapie, mais on a tellement de risques intermédiaires où vous allez dire au patient, hop, ça ne permet pas de répondre à la question. Le patient qui a payé $4 000 pour avoir une réponse et vous lui dites non, qu'on n'a pas pu trancher, c'est très 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 difficile dans notre contexte, d'autant plus que ce n'est pas remboursé. Alors, dans les stades métastatiques, on va essayer de résumer un peu la situation en disant, voilà, donc lorsque on a un stade 4 chez un patient qui est fit, donc éligible au traitement, lorsque c'est un patient qui a une maladie qui est multisite, ça pose pas vraiment beaucoup de problèmes, c'est plutôt une chimiothérapie palliative, quoique on peut discuter la place de la chirurgie en cas de complications ou de tumeurs symptomatiques. Lorsqu'on a une carcinose possi-métastatique isolée, les études de Sugar-Baker donc avaient démontré que chirurgie plus chimio permettait d'avoir un taux de survie à 5 ans qui est particulièrement intéressant. Mais la situation la plus intéressante, c'est celle où il y a uniquement des méta-hépatiques ou uniquement des métastases pulmonaires, ou à la rigueur les deux localisations. Dans ce cas-là, soit on est dans du définitivement non résécable, on est sur la chimio et chirurgie uniquement si complications, quoique on réévalue à chaque fois les patients en cas de réponse spectaculaire, on pourrait aller vers la chirurgie. Les métastases potentiellement résécables, où il faut taper fort puisqu'on veut convertir le statut de résécabilité des patients, et les métastases qui sont résécables d'emblée, je pense qu'ils feront l'objet d'une présentation à part. Alors, lorsque on a une maladie qui est non résécable, juste pour vous dire un peu, pour vous faire partager un peu le pipeline du chimiothérapeute, on a les drogues classiques de chimiothérapie, 5-FU par IV ou voie orale, les médicaments de chimiothérapie, donc oxaliplatine, irinotecan, qui sont les médicaments des années 2000. Donc on fait des mélanges de protocoles qui sont tout à fait validés, du Folfox, Folfiri, etc., etc. Et puis on a ce qui est venu ensuite, ce sont les thérapies ciblées qui ont permis de gagner en termes de médiane de survie quand même pas mal et d'atteindre des survies qui se situent en situation métastatique non résécable autour de 3 ans, voire même au-delà.
Et dans ce cas-là, on a des thérapies ciblées qui sont les anti-angiogéniques, donc on agit sur la vascularisation de la tumeur. On n'a pas besoin de facteurs prédictifs, on recherche rien à l'immunohistochimie. On peut le donner à toute la population tumorale métastatique, enfin colique métastatique, sauf s'il y a une contre-indication. Et les anti-EGFR. Alors les anti-EGFR, eux, donc epidermal growth factor, on peut les donner que s'il n'y a pas de résistance. Donc on cherche ce qu'on appelle un facteur de résistance, qui est le statut RAS. Donc si le statut RAS est muté, on aura dans le pipeline, enfin dans la besace, uniquement la chimiothérapie et les traitements anti-angiogéniques. Si le statut RAS est sauvage, ça veut dire la route est ouverte à tous les traitements et on peut rajouter les anti-EGFR aux deux autres qui sont précités. Sachant que, en termes de stratégie, on verra que il y a encore des discussions par rapport à est-ce qu'on commence par l'un ou par l'autre. Il y a une slide où je vais commenter ça brièvement. Par contre, on revient à cette famille RAF mutée qui sont une pourriture, puisque, comme je vous ai dit, on a une survie qui est à peu près autour de un an et demi. Et là, on est obligé d'aller vers des chimios intensifs. Donc, on associe, dans certains cas, 4 drogues pour essayer d'améliorer un petit peu le pronostic. En tout cas, ce sont des malades chez qui discuter la chirurgie n'est pas vraiment raisonnable comme attitude vu le pronostic de la maladie. Alors, pardon. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs attitudes qui sont valables. Sur un fond de chimiothérapie, chez les malades qui ne sont pas mutés, donc qui peuvent tout recevoir, il y a la possibilité de commencer par donc les anti-angiogéniques, donc dans le chef de file et l'Avastin, dont la DCI et le bevacizumab, et dans ce cas-là avec l'oxaliplatine ou l'irinotecan, et puis ensuite on refait une deuxième redistribution en deuxième ligne, on maintient l'anti-angiogénique, on change un protocole par l'autre. Donc finalement, un patient qui a un cancer du côlon métastatique non résécable, il tiendra autour de 3 ans en ayant à peu près 3 à 4 lignes. Ou alors, on commence par les anti-EGFR, et dans ce cas-là, toujours pareil, mélangé avec de la chimiothérapie, et auquel cas, on va passer aux anti-angiogéniques en deuxième ligne. Mais le plus important, c'est surtout d'écarter les contre-indications, justement, au bevacizumab, aux anti-angiogéniques, qui posent réellement un problème, autant aux chirurgiens que aux oncologues médicaux. Donc, j'ai choisi de zoomer sur 3 petites questions qui intéresse le chirurgien, notamment par rapport aux anti-angiogéniques. La première question, c'est est-ce que le fait de laisser une tumeur primitive en place, est-ce qu'elle impacte l'efficacité des anti-angiogéniques? Et là, donc ça serait, que doit répondre à un chirurgien, à un oncologue qui lui dit enlève-moi la tumeur primitive, je serai plus à l'aise pour donner le traitement anti-angiogénique. Et là, vous m'excuserez parce que j'ai fait un bug. En fait, je voulais mettre 2 slides, j'en ai mis qu'une et c'était trop tard, j'avais pas mon PC, mais je vais commenter la deuxième slide. Alors, sachant que avant les anti-angiogéniques, on admettait le taux raisonnable de complications per chimiothérapie, incluant occlusion, perforation, était d'avoir un taux qui soit inférieur à 10%. On admettait donc dans des séries prospectives et donc des analyses rétrospectives que lorsque on avait moins de 10% de complications pendant la chimiothérapie, c'était quelque chose de tout à fait acceptable. Et c'est vrai que ce qui se discutait, c'était est-ce qu'on fait des techniques de type stent, notamment stent souple, ou faire de la chirurgie lorsque le malade se complique sous chimiothérapie. Et puis, à l'avènement des anti-angiogéniques, on avait besoin d'études. Alors l'étude dont je voulais vous parler, c'est l'étude de la NSABP. Bref, protocole à base d'anti-angiogéniques plus chimiothérapie. On la suit de façon prospective. On détecte toutes les complications donc, qui sont en théorie potentiellement chirurgicales, à savoir les perforations et les occlusions. Et encore une fois, on tombe sur un taux qui est inférieur à 10%. Donc ce qui veut dire aujourd'hui, le fait qu'il y ait une tumeur en place n'est pas une contre-indication à démarrer un traitement par anti-angiogénique. La deuxième question, c'est est-ce que le BEVA, donc les anti-angiogéniques de façon générale, est-ce qu'ils augmentent la morbidité et la mortalité d'une chirurgie de métastase hépatique? Alors, l'étude la plus intéressante est celle de Case Model. Donc, si on prend une cohorte donc, de groupes qui ont reçu une chimiothérapie à base, enfin une chimiothérapie, on va dire néoadjuvante, puis une chirurgie des métastases hépatiques, l'utilisation du bevacizumab n'est pas corrélée à une surmorbidité, donc on a la première série de colonnes. Donc le fait qu'on fasse BEVA ou pas BEVA plus la chimiothérapie, il n'y a pas plus de complications en termes de cicatrisation ou complications biliaires.
Reste la deuxième question qui est, est-ce qu'il faudrait respecter un délai minimal? Alors, comme vous savez, dans les essais cliniques, le délai était de 28 jours à 6 semaines. Certains auteurs, au début, parlaient d'un délai de 2 mois de washout où on ne fait pas d'anti-angiogénique pour qu'on soit à l'aise en opérant. Et donc, là, cette étude a démontré qu'il n'y avait pas vraiment de différence à faire un délai de washout qui soit élevé. Donc, c'est pas la peine d'attendre au-delà de 60 jours avant de faire une chirurgie hépatique qui est lourde. Donc, en pratique, ça voudrait dire que, tout simplement, on fait une chimiothérapie à base anti-angiogénique, on arrête une cure avant la chirurgie et ensuite on peut opérer. Dernière question, je vais conclure par ça. Existe-t-il des recommandations pour la chirurgie des perforations sous bevacizumab? La réponse est non. Il n'existe pas de recommandations. Et pour l'instant, ce qu'on peut dire, c'est que on a un taux d'incidence des complications graves, donc des perforations, dans les différents essais du bevacizumab dans le cancer colorectal, sont de 2% à peu près, dont 1% de décès toxiques. Donc en fait, en pratique, quand il y a une perforation, il y a quasiment plus rien à faire. Donc qu'il y ait intervention chirurgicale ou pas, ça change pas grand-chose. Ce sont des malades qui vont aller vers le palliatif du fait de leurs complications, chez qui on ne pourra pas réintroduire un traitement. Et donc il faut être très très raisonnable, il faut essayer de privilégier la qualité de vie et gérer plutôt les symptômes. Et je conclus en disant que dans les stades localisés, donc la chirurgie reste le traitement angulaire, la discussion en RCP pour les stades 2 peut se discuter, notamment en présence de facteurs de risque, et qu'aujourd'hui, le minimum de base, c'est d'avoir le statut MSI qui se fait en immunohistochimie. Et puis, donc, pour les stades 3, bien sûr, le respect du délai de chirurgie-chimiothérapie, et les stades 4, donc, on va dire, une prudence particulière pour les malades qui reçoivent les anti-angiogéniques, et une discussion au cas par cas, et je vous remercie. Je vous remercie d'avoir donné un message le plus clair possible. Je pense qu'en discussion multidisciplinaire, on doit pouvoir donner un avis et savoir de quoi on parle. Oui, tout à fait. La chimiothérapie est quelque chose de plus difficile à appréhender. Et là, vous éclairez un petit peu chacun. Est-ce qu'il y a des questions que l'un ou l'autre voudrait poser? Oui, M. Cadelli. Je remercie M. Otaïm, c'est très très clair. Dans notre expérience clinique, nous distinguons en matière de, je donne comme exemple l'adénocarcinome sigmoïdien. Il y a des adénocarcinomes qui envahissent les autres organes qui sont T4. D'autres qui vont provoquer une carcinose. D'autres qui vont vers la sténose. Pour nous, on suspecte un problème au niveau de biologie moléculaire. Mais nous avons constaté des cas qui sont T4, qui n'ont pas de ganglion envahi. Oui, oui, tout à fait. Qui n'ont pas de ganglion envahi. Oui, oui. Est-ce que sont justiciables de chimiothérapie et quel serait le rationnel? Oui. Deuxième élément, vous avez noté qu'il y a des T4 avec obstruction. Nous n'avons jamais constaté ça. Il y a des T4 avec occlusion. Nous n'avons jamais constaté ça. C'est que le cancer, quand il envahit les autres organes, c'est parce que justement, il n'évolue pas par... Et nous avons constaté aussi que le T4 n'est pas aussi péjoratif que ça, à condition de faire des résections en monobloc. Je voudrais avoir votre avis sur... Oui, tout à fait. Alors oui, c'est vrai, le T4 n'est pas forcément corrélé donc au N+, puisque maintenant on sait qu'en termes de biologie moléculaire, il y a des facteurs d'envahissement ganglionnaire qui peuvent être donc des facteurs donc biologiques. Un T4, alors en fait, je voulais pas dire T4 associé à une occlusion. En fait, chaque facteur était pris indépendamment. L'existence de l'un ou l'autre des facteurs est péjoratif. Maintenant, pour les T4, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est très difficile de dire à un patient qui a un T4 qu'on ne doit pas faire une chimiothérapie adjuvante. Donc nous, au sein de notre institut, donc pour les T4, on recherche le MSI parce que c'est un facteur biologique plus solide. Si c'est un MSS, on fait systématiquement une chimiothérapie. Pardon? Oui, il y a des T4. D'autres questions, s'il vous plaît. Si vous voulez des questions courtes, claires, on est pris par le temps. Question 2 secondes. Merci Saber. Il a été un moment suggéré que même chez les patients ayant un cancer colique de stade 4, en situation de chimiothérapie palliative, que la colectomie pouvait avoir un impact sur le pronostic.
Tu peux nous dire un mot sur Oui, ça? exactement. Oui, en fait, il y avait des questions sur par rapport à la chirurgie du primitif en termes de pronostic sur le cancer colorectal. Il y a deux grosses études qui étaient contradictoires. Donc l'une qui avait démontré, l'une française, l'une donc américaine. L'une avait démontré que le fait d'opérer le primitif améliorait le pronostic. L'autre que ça n'améliorait pas le pronostic. Il y a eu une analyse poolée des deux qui montre qu'aujourd'hui ça n'améliore pas le pronostic. Donc on résécte pas si le patient n'est pas symptomatique. Bien. 2 secondes, s'il te plaît. Merci Saber, c'était clair. La question, enfin le grand dilemme qu'on a, c'est les stades 2, exemple type T3 MS stable. Est-ce qu'il y a d'autres, notamment l'âge? Est-ce que l'âge intervient dans genre 50 ans et 70 ans? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, en principe, l'âge. Alors, l'âge, c'est corrélé aussi au MSI. Pourquoi? Parce que l'âge jeune, normalement, le facteur MSI est utilisé aussi pour détecter les cas familiaux. En principe, un cas jeune qui est MSI, ça voudrait dire qu'il y a un fort risque familial. Mais en tout cas, ce n'est pas prédictif de réponse à la chimiothérapie. Ta question, c'est plutôt les MSS. Jeune plus non, c'était juste pour faire l'introduction. En fait, jeune plus MSS, on a tendance à faire une chimiothérapie puisque le jeune, au-delà de 70 ans, il n'y a pas de rationnel solide à faire une chimiothérapie adjuvante. Même si on prend l'expérience qui vient du métastatique, les patients au-delà de 70 ans, avec une évaluation gériatrique correcte, peuvent recevoir une chimiothérapie. C'est plutôt l'oxaliplatine qui pose le problème des neuropathies. Bien. Merci beaucoup, Sabel. C'était clair et je te remercie. Merci pour l'invitation. Et merci encore une fois.